Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous sur Média 24. Nous nous trouvons aujourd'hui à Dar el Phosphate, la maison du phosphate à la Palmeraie de Marrakech, en marge de l'événement du Forum Emerging Market organisé par le Policy Center for the New South, lui-même en marge de tout ce qui est en train de se passer à Marrakech, les assemblées générales annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en direct Monsieur Fethallah Oualalou, qu'on va présenter même s'il n'est plus présentable. Monsieur Fethallah Oualalou est actuellement Senior Fellow Policy Center for the New South, professeur d'économie, ancien maire de Rabat et ancien ministre des Finances, pour faire vraiment très court dans sa biographie. Et on y va directement, Monsieur Oualalou. Quel est le contexte économique global, général, du monde, alors que se réunissent les assemblées générales des deux grands organismes et que le Forum Emerging Market se tient aussi? Aussi bien ce forum qui est organisé par le Policy Center New South, parallèlement bien sûr aux réunions annuelles du Fonds monétaire de la Banque mondiale, il est important de relever le contexte. Le contexte mondial. Le monde vit des moments complexes, tout simplement. C'est le moins qu'on puisse dire. Compliqués, et des moments qui appellent à une sorte de résilience. Parce que depuis le début du siècle, il y a eu accumulation, si l'on peut dire, de grands chocs géopolitiques et économiques. Le 11 septembre 2001, la crise économique et financière de 2008, le Covid en 2022, et la guerre de l'Ukraine. Et ce qui s'est passé depuis 2 jours aussi, ça va s'ajouter. Sur le plan de l'économie du monde, là aussi, on a peur de tomber, comme dans les années 80, dans une sorte de stagflation. C'est pas tout à fait ça. Parce que l'économie mondiale a la possibilité de résilier. À côté de la locomotive du G7, des pays capitalistes développés, le G7, il y a la locomotive aussi de l'Asie, et surtout de la Chine, et maintenant de l'Inde. Donc d'une part, mais ceci dit, l'inflation s'est installée. Depuis la crise 2008 et le Covid, parce que la demande des États pour affronter les conséquences de cette crise a amené les États à dépenser, à s'endetter. Donc l'inflation a commencé. Et puis vient la guerre de l'Ukraine et à partir du dossier énergétique, pétrolier, gaz, etc., mais aussi les céréales, l'inflation s'est installée. C'est vrai qu'elle est en train de baisser un peu, mais elle est toujours là. Et c'est pour cela que les banques centrales continuent à mettre en place des politiques restrictives. Mais quand vous parlez d'économie résiliente, Si Oualalou, la question habituelle, est-ce qu'il n'y en a pas qui seront plus résilientes que d'autres? Comment? Est-ce qu'il n'y en aura pas qui seront plus résilientes que d'autres? Est-ce que ce ne sera pas toujours les laissés pour compte, les mêmes laissés pour compte, ce qu'on appelait jadis le tiers-monde et une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global ou le nouveau Sud? Les économies les plus résilientes, aujourd'hui par exemple, quand on voit le taux de croissance, il y a une sorte d'inertie en Europe, c'est clair, et même une stagnation en Allemagne. C'est ce qui est en fait le moteur. L'économie américaine fonctionne, pas de problème, au contraire. L'économie indienne enregistre les taux les plus importants. L'économie chinoise aura un taux de 5,1, c'est déjà beaucoup, mais c'est inférieur à ce qui était prévu, parce qu'elle a des problèmes internes, puis il y a le vieillissement de la population, les problèmes de l'immobilier, etc. Mais pour l'essentiel, les économies qui ont la capacité de résister sont soit des économies rentières riches, pétrolières, soit surtout des économies qui sont bien gérées. C'est pour cela que la bonne gestion est une nécessité aujourd'hui.
C'est pas un tableau sombre pour l'Afrique? Alors, pour vous voulez l'Afrique, dire en fait, je dois dire, il y a plusieurs Afriques. Il y a plusieurs Afriques. Bien vu, oui. Il y a les pays africains qui produisent du pétrole et du gaz, donc qui peuvent s'adapter. Mais il y a les pays les plus pauvres. Vous savez, le taux de croissance par tête entre 2015 et 2025, c'est seulement 0,1% dans l'Afrique subsaharienne. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'Afrique est devenue le centre du monde en matière démographique. À la fin de ce siècle, 40% de la population mondiale sera africaine, à côté de chez nous. Nous, en tant qu'Africains, l'Afrique du Nord, et l'Afrique aussi du Sud. Donc, dans les pays africains où on a constaté une amélioration de la gestion, la bonne gestion, les pays arrivent à se débrouiller et même à sortir des difficultés. Mais là où il y a des problèmes de gouvernance, qui s'ajoutent aux questions démographiques, qui s'ajoutent aux difficultés venues par l'intermédiaire de la guerre de l'Ukraine, la question alimentaire, parce que les pays africains sont importateurs essentiellement de céréales. Tout à fait. Pour les pays africains qui ne sont pas producteurs de pétrole, il y a des difficultés. Et il y a surtout, à nouveau, comme à peu près ce qui s'est passé dans les années 80-90, un taux d'endettement de plus en plus élevé. C'est vrai que cette fois, c'est différent des années 80. Le premier créancier des pays africains, c'est la Chine. Mais les pays qui sont surendettés auront des difficultés. Et donc, c'est pour cela que parmi les grands dossiers qui sont étudiés à Marrakech, c'est comment accompagner le surendettement d'un certain nombre de pays parmi les plus pauvres et notamment des pays africains. Alors là, je vais vous faire, Monsieur Oualalo, un petit clin d'œil à votre livre D'une bipolarisation à l'autre, promesse de l'interdépendance. Et je rebondis sur ce que vous dites maintenant sur l'Afrique. Jusque-là, il y avait les deux grands organismes internationaux financiers, FMI et Banque mondiale, dans le cadre de ce qui était une bipolarisation politique et même idéologique. Aujourd'hui, nous avons une forme de multilatéralisme et nous avons à la place une bipolarisation financière. Vous me voyez peut-être venir. Nous avons d'un côté les organes Bretton Woods et nous avons en face la banque des BRICS, la fameuse, la nouvelle banque de développement, qui, elle, est implantée quelque part sur notre continent. Comment vous voyez cette sorte de compétition dans l'avenir entre ces deux institutions, entre ces deux modèles? Vous avez utilisé le mot bipolarisation en général. C'est le titre de votre livre. Voilà. Le monde a connu la bipolarisation d'après-guerre entre l'URSS et les États-Unis. Une bipolarisation globale, idéologique, stratégique, politique, etc. Avec la fin de l'URSS, il se trouve qu'avec la fin de l'URSS, il y a eu la montée de la Chine. Et aujourd'hui, on a une nouvelle bipolarisation États-Unis-Chine. Mais c'est une bipolarisation différente de celle que le monde a connue. Tout à fait. Elle est fondée sur une compétition avant tout économique et technologique. Elle est, et en même temps, à côté de ces deux grandes puissances, il y a des puissances qui ont l'ambition maintenant de commencer à s'imposer dans le cadre des BRICS. Et en dehors des BRICS, dans le cadre surtout du G20. Je pense bien sûr à l'Inde, je pense à notre pays musulman, c'est l'Indonésie, il ne faut pas l'oublier, qui est important, bien sûr, il y a le Brésil. Tous ces pays veulent aussi œuvrer pour la réforme de la gouvernance mondiale. Parce que la gouvernance mondiale a été définie après la guerre, sur le plan politique, à San Francisco, l'ONU, avec son conseil
de sécurité. Et sur le plan économique, à Bretton Woods. Or, le monde a changé. Les rapports de force ont changé. La Chine, et par conséquent, il y a une demande pour la réforme des systèmes, et politique, c'est-à-dire le Conseil de sécurité notamment, et économique notamment, le Fonds monétaire et la Banque monétaire. C'est parmi les sujets qui vont être étudiés à Marrakech. Donc Marrakech est un moment intéressant. En plus, puisque cette réunion se passe à Marrakech, c'est-à-dire en Afrique, nécessairement, l'Afrique va bousculer le monde. Et par conséquent, elle va l'interpeller. Parce que il y a des problèmes, les problèmes de la pauvreté dont on a parlé tout à l'heure, mais en plus, les problèmes climatiques. Mais au-delà de la symbolique, au-delà de la symbolique que ça se passe au Maroc, c'est vrai que c'est important, mais au-delà de la symbolique, en quoi l'Afrique, comme un tout, comme une entité, va-t-elle pouvoir interpeller un Occident qui reste puissant? Bien sûr. Tout en vous attirant votre attention sur le fait que vous n'avez pas répondu à la question sur la nouvelle banque de développement. Un problème intéressant dont on n'a pas parlé, il y a plusieurs dépendances financières dont on parlait. Il y a la dépendance alimentaire qui est apparue de façon claire à l'occasion de cette guerre. Cette réunion à laquelle nous assistons ici avec le Police Center se passe dans le phosphate, l'OCP. L'OCP a l'ambition, elle a les moyens, de jouer un rôle important pour réduire la dépendance alimentaire et donc améliorer la sécurité alimentaire des pays africains. Soit par la coopération industrielle avec l'Éthiopie ou avec le Nigeria, soit avec la distribution des engrais dans tous les pays africains. Par conséquent, le Maroc a à jouer un rôle important parce que les dépendances, la dépense commerciale, technologique, financière, il y a cette dépendance, me semble, la plus dure. Il y a plus d'eux ? La plus dure, c'est la dépendance alimentaire. Vous n'avez pas répondu à la question sur la compétition qu'il pourrait y avoir entre les deux institutions que sont le FMI et la Banque mondiale et la nouvelle Banque de développement, la Banque des BRICS. Est-ce que l'Afrique, en quantité globale, est-ce que c'est un terrain de chasse ? La Chine, dès le début du siècle, au début de ce siècle, a créé des banques qui lui sont liées, soit en Asie, soit liées à sa stratégie de route de la soie, il y a une banque aussi. Oui. Et puis il y a la banque des BRICS, dont le siège est à Shanghai et qui est présidée aujourd'hui par l'ancienne présidente du Brésil, qui est Madame Dilma Rousseff. Voilà, proche de Lula, Oui. président Lula. Bien sûr, les pays émergents, dont la Chine, mais dans l'Inde aussi de notre façon, revendiquent la réforme de la gouvernance financière dans le monde. Et en même temps, ils créent une sorte de pression liée à cette revendication. Et les banques qu'on a créées, qu'ils ont créées, autour de l'émergence des grandes puissances, c'est un instrument aussi de compétition, de concurrence, mais de pression pour changer le fonctionnement du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Parce que les fondements de ce fonctionnement de ces deux institutions ont été définis en 1945. Maintenant, ils sont vraiment dépassés. Alors comment vous voyez, vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur Walelo, comment voyez-vous les suites ou les conséquences de deux événements dont vous avez parlé, qui sont la guerre en Ukraine, qui continue, et ce qui s'est passé depuis quelques jours au Moyen-Orient? Comment vous voyez les conséquences sur notre continent, encore une fois, au-delà du choc justement affectif ou senti? C'est un nouveau choc, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis le début du siècle, il y a une accumulation des chocs. Et là, c'est un autre. D'accord. Il aura nécessairement des conséquences sur le Moyen-Orient, d'autant plus qu'il y a un grand débat à l'intérieur du Moyen-Orient pour normaliser les rapports. Oui. Les
rapports entre l'Iran et l'Arabie saoudite, les rapports entre l'Arabie saoudite et Israël, mais il y a aussi, à nouveau, la question énergétique sur le plan économique. Les prix de l'énergie auront tendance encore à augmenter. Ça a déjà commencé. Oui, mais enfin, il y aura des va-et-vient. D'accord. Mais il y a une tendance, c'est cette tendance-là qui est importante. Et c'est pour cela que c'est un 5e choc du siècle. C'est un choc géopolitique, mais qui a toujours eu des effets économiques. Par exemple, le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier sont des chocs géopolitiques. C'est la guerre de 1973 et c'est le changement du système politique en Iran. D'accord. Oui. Mais les effets économiques sont là. Et notamment, en même temps, heureusement, mais en même temps il y a une difficulté, c'est que nous vivons une transition énergétique. Le monde va vers les nouvelles énergies. Et moi, il me semble, ce qui se passe maintenant va accélérer totalement ce transfert vers les nouvelles énergies, c'est certain. Le monde va tout faire pour avoir plus d'autonomie par rapport à notamment le pétrole et le gaz. Alors, on revient un peu sur notre réunion annuelle FMI Banque mondiale. Et on dit souvent, c'est la première fois que ça se passe dans un pays d'Afrique, enfin ça remonte à il y a très longtemps. Quelle est la portée réelle de cet événement pour nous, les Marocains? On va revenir un peu vers notre pays. Et qu'est-ce qu'on va y gagner? Bon, je crois que le Maroc va gagner en termes de crédibilité. Le fait de réunir dans le monde d'aujourd'hui le fonds et la banque dans les réunions annuelles, c'est quand même quelque chose. Ça veut dire qu'on est avant tout un pays stable. Et la stabilité est essentielle. C'est un facteur de production, la stabilité. Il s'ajoute au facteur travail, capital, etc. Là, c'est fondamental. Mais en même temps, un pays qui bouge. Le Maroc a montré, à sa façon, mais il faut qu'il reste modeste. L'humilité est importante. Il a montré une certaine capacité d'être un des porte-parole du Sud global. Oui. On l'a constaté dans sa gestion du Covid. On l'a constaté lors du championnat du monde de football où nous avons revendiqué la possibilité de rattraper les grands. Ce qui est important. En le montrant concrètement. Et on l'a constaté dans la gestion, bien sûr, du tremblement de terre. Ça, c'est un élément important. C'est cette capacité qui est due au fait que nous avons un État crédible et une société crédible. Et c'est dû, je crois, au fait que depuis 20 ans, à peu près, 25 ans exactement, nous avons la capacité d'adhérer aux réformes. Et quand on adhère aux réformes, on bouge. La réforme est qualitative, pas seulement quantitative. Bien sûr, malheureusement, nous vivons dans un contexte géographique difficile, impossible. Le Maghreb est absent. Mais avec ça, disons, on se débrouille. Et c'est pour cela que nous pouvons tirer, en termes d'amélioration de notre crédibilité, beaucoup de choses de cette réunion, mais aussi, comme je vous ai dit, qui est lié aussi à ce que nous avons fait depuis ces dernières années, même depuis 2 ans, depuis le Covid jusqu'à maintenant. Donc, en même temps, il faut qu'on reste modeste. Nous ne sommes pas un pays qui a l'ambition d'être un grand pays émergent. Un pays qui voudrait demain être membre du BRIC. Non. Nous sommes un pays... Excusez-moi de vous interrompre, pas émergent peut-être. Allez-y. Nous sommes un pays
il y a une grande capacité pour être un relais essentiel entre l'Afrique et l'Europe. Et ça, c'est beaucoup. Tout va se passer dans les prochaines années autour de l'Atlantique. Parce qu'à travers l'Atlantique, il y aura, avec le contact avec la Méditerranée, il y aura le passage vers les nouvelles sources d'énergie, le solaire, l'éolien, que l'Europe est obligée d'importer. D'accord. Et par conséquent, cette transition énergétique, écologique, le Maroc pourrait jouer un rôle essentiel dans le cadre de cette vision, un pont, un relais. Et c'est pour ça, entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est pour cela que le fait que nous avons pu gagner avec le Portugal et avec l'Espagne, la très symbolique. Possibilité d'organiser en 2030, ça n'est pas une affaire purement sportive. C'est une affaire qui est liée à ce statut essentiel. L'Atlantique qui rencontre la Méditerranée, et l'Atlantique ne peut rencontrer la Méditerranée qu'au Maroc et en Espagne. Les trois pays qui sont Atlantique et Méditerranée, il y en a trois dans le monde. Le Maroc, l'Espagne et la France. Et la France. Voilà. Ce sont les trois pays, effectivement. Alors, effectivement, nous ne sommes pas un pays, nous n'avons pas la prétention, peut-être qu'on pourrait avoir l'ambition, mais nous n'avons pas la prétention d'être un grand émergent, mais pour l'instant, nous sommes une puissance géopolitique régionale majeure, qui compte dans l'ouest méditerranéen, dans la partie moyenne, médiane de l'Atlantique, et nous devons rester modestes. Nous sommes modestes, nous restons modestes. Et là, j'utilise le terme haïtien parce qu'au niveau de modestie, j'en viens qu'à quelques questions quand même sur l'économie nationale. Vous êtes économiste, vous avez géré cette économie nationale pendant une bonne dizaine d'années. On a aussi, pour garder le terme modeste, une croissance plutôt modeste. Alors, le FMI vient de déclarer que nous sommes à 2,4%. Elle reste modeste et avait commencé à augmenter dans la première décennie du siècle. La première décennie, tout à fait. Et puis, avec la crise de 2008... Vous étiez le ministre, il y a une relation? Oui, enfin, j'étais dans l'équipe. Je n'étais pas tout seul, c'était une équipe du pays. Mais la question de la croissance s'impose. Comme je vous ai dit, on est dans une région qui est bloquée, le Maghreb. L'Europe, notre principal partenaire, connaît un taux de croissance plutôt faible. Atone. Il est important de rester lié à l'Europe, ça n'est pas de problème, c'est essentiel. La géographie est têtue, et l'histoire aussi. Mais en même temps, il est important de diversifier nos relations avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Inde, etc. Donc, et c'est pour cela que, comme je vous dis tout à l'heure, tenter d'être une des expressions du Sud global, mais en tenant compte de notre histoire, de notre géographie et de notre identité, de ce que nous sommes. Et avec beaucoup de patriotisme et de la bonne gouvernance, nous pouvons répondre à tous les défis. Donc vous n'êtes pas inquiet sur la croissance de 4%, vous n'êtes pas inquiet sur l'endettement. Nous avons un taux d'endettement quand même qui est fort, et nous avons lancé un tas de marchés. Quand je parle, c'est l'essentiel, donc parmi les choses, les défis, c'est comment améliorer les conditions de notre croissance, ça c'est certain. L'endettement. Et le nouveau plan de stratégie de développement est une des locomotives, disons, pour nous, pour dépasser cette défaillance. Parce que le taux de croissance chez nous reste plutôt limité. Et toute dernière question, Sewalalo, si vous permettez. Nous avons un taux d'endettement qui est ce qu'il est, qui est assez élevé. Or, nous avons plusieurs chantiers en cours. Alors, il y a deux grandes compétitions, l'africaine et la mondiale. Nous avons un chantier de reconstruction énorme.
dans la région de l'Haouz. Nous avons lancé le grand chantier. Dossier social, l'État social, donc la couverture médicale. Tout ça, c'est 50 milliards. Voilà, c'est des milliards qui pleuvent. Où trouver l'argent? Premièrement. Vous êtes l'ancien grand argentier, on trouve où l'argent? Bon, en tenant compte de ces deux contraintes, il est essentiel, bien sûr, de s'ouvrir aux pays qui peuvent nous accompagner. Je pense aux pays du Golfe, bien sûr, et je pense à l'Union européenne. Ça, c'est les deux. Et je crois que cet accompagnement s'impose, d'autant plus que nous avons montré une crédibilité qui impose le respect. Je crois que c'est dans ce cadre-là que nous devons travailler, parce qu'effectivement, il est important aussi qu'on maîtrise notre dette. C'est essentiel, parce qu'un pays endetté perd l'autonomie d'action. C'est comme dans les années 80. Très bien. Le Fonds monétaire intervient, le passe, etc. Donc il est important aussi de maîtriser l'endettement du pays. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup, Si Walalou. Merci de nous avoir suivis donc en direct de Dar El Fosfat. Nous rendons l'antenne à notre studio situé sur le site même des Assemblées Générales FMI Banque Mondiale. Merci à vous.